Bon, ici, je vais voir une nouvelle vidéo concernant, je veux dire, la consommation des véhicules en général. Consommation des véhicules en général. Alors, quels sont les paramètres, on va dire, exogènes et endogènes euh, propres à la consommation des véhicules? Bon, consommer, tout le monde, tout véhicule consomme, hein, des moments où il faut mettre des forces pour faire des forces de translation dans un moteur, puisque les pistons dans un moteur sont en translation, et il faut, je veux dire, remettre tout ça en rotation, puisque les roues tournent. Donc de la translation du moteur, il faut une rotation. Quoique auparavant, il existait d'autres types de moteurs. Il existait aussi le moteur rotatif, donc on pouvait avoir directement un mouvement de rotation. Bon, il y avait différents types de moteurs, et voilà. Donc, mais ici, les moteurs en général des voitures diesel ou essence, ou à gaz, peu importe, hein, ou LPG, etc. Ou encore avec comment est-ce qu'on appelle ça, des biocarburants. Je veux dire, généralement, les moteurs sont de type à piston. À piston. Donc, puis qui dit piston dit mouvement de translation. Et puis après, il y a tout un, un ensemble, je veux dire, via le vilebrequin, euh, euh, un mouvement de translation, une transformation du mouvement de translation en mouvement de rotation. Et donc à ce moment-là, bon, on peut permettre à des roues de circuler sur à partir, c'est-à-dire soit des routes, je veux dire, goudronnées ou autres. Voilà. Donc ici, moi ce que je veux voir, c'est la consommation. Tout véhicule consomme. Bon, un véhicule est basé sur l'équation, je veux dire, de la on met un carburant composé de carbone, hein, généralement composé de carbone, hein, que ce soit, je veux dire, du diesel, de l'essence, du LPG ou des biocarburants. Ils sont composés de carbone, c'est le combustible. Le combustible, et on va le mettre avec de l'oxygène pour avoir la fameuse équation de CO2. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle l'équation de combustion. L'équation de combustion. Voilà, on retrouve l'équation de combustion, mais bien sûr, dans un véhicule, il y a quatre temps, hein. Il y a euh, les pistons, hein. Les pistons jouent chacun son temps, pendant qu'il y en a deux qui remontent, deux descendent, hein, mais chacun fait son cycle. Voilà. Il y a deux pistons qui remontent, deux qui descendent. Pendant que ceux qui étaient descendus remontent, les deux autres qui étaient montés redescendent. Et c'est un jeu comme ça de deux pistons qui travaillent, je veux dire, deux en montée, deux en descente, mais ils font tous les quatre des cycles différents. Un qui fera euh, d'air, l'admission, il y a le stade de l'admission, euh, admission d'air, compression d'air avec injection euh, avec l'injection d'essence et l'étincelle. Donc admission, compression, euh, admission, compression, explosion et échappement. Voilà, d'échappement des gaz brûlés, hein, avec les NOx qu'on a et toutes les saloperies qui sont dégagées. Voilà. Et donc il faut avoir un réservoir d'essence pour mettre de l'essence et pomper l'essence via une pompe à essence et remettre l'injecter via des injecteurs au travers d'une pression bien précise dans le moteur. Voilà, dans le moteur. Et bien sûr, il faut une aspiration d'oxygène qui est filtré, l'oxygène qui se trouve dans l'air qui passe au travers comment on appelle ça, des calandres, du calandre qui est généralement aéré, tout le temps aéré, pour que l'air rentre. Et l'air rentre via une tubulure qui passe par un filtre à air qui est filtré, et puis après par des capteurs d'air, et puis qui rentre dans le moteur. Et voilà. Donc, en fait, on aura de l'air, dans lequel on retrouve de l'oxygène, et le combustible qui est l'essence ou le diesel ou du LPG. Voilà, on a toujours des bouteilles de réserve, de stockage de combustible qui sont des réservoirs. Réservoirs, bien sûr, où on va pomper ce carburant liquide dans un premier temps, hein, si c'est de l'essence ou du diesel. Il est liquide dans un premier temps, mais vaporisé sous forme gazeuse dans
dans la chambre de combustion. Voilà. Et donc, on a un travail mécanique qui est fait, un travail mécanique à l'intérieur. Bien sûr, le combustible, c'est on va dire, qu'on possède de l'énergie. C'est pour ça qu'on utilise des combustibles basés sur des produits pétroliers qui sont fortement énergétiques. Voilà. Donc, grâce à cette énergie, on va créer un travail, donc provoquer un travail, et donc qui vont travailler, des forces de translation et puis des forces de rotation. Bon, mais alors toute voiture consomme fatalement, puisqu'en fait, pour faire tourner une voiture, ben, euh, il faut euh, pour faire tourner une voiture, euh, il faut toujours un combustible. Un combustible. Et donc, fatalement, pour faire un travail, il faut un combustible. Donc, une voiture consomme. Généralement, il n'y a pas de voiture ça n'existe pas une voiture qui consomme rien. À moins que ce soit une voiture à énergie solaire, à ce moment-là, elle consomme de l'énergie solaire malgré tout. Mais l'énergie solaire, bon, il faut pas le payer, il faut pas euh, on paye que les panneaux, hein, fabrication des panneaux, et puis après, hein, je veux dire, on profite de la lumière du solaire pour pouvoir faire tourner une voiture. Mais bon, là, on ne paye pas. Par contre, la consommation des carburants sont payants. Et il y a des axes sur les carburants. Voilà, donc ici, les carburants sont payants. Voilà. Donc ici, tout consomme. Dès le moment où vous faites un travail, ça consomme. Mais maintenant, si la consommation est payante, comme tel que les carburants, il faut payer. Hein, contrairement à l'énergie solaire, on ne paye pas. Hein, quoique peut-être qu'elle est taxée, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc tout consomme. Tout système qui va travailler a besoin d'énergie pour faire travailler ses forces. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, toute voiture consomme. N'allez pas croire qu'une une voiture ne consomme pas. Ça, c'est euh, dans le jargon des personnes. Hein, je veux dire, ils disent ma voiture ne consomme pas. Mais en fait, toute voiture consomme. Dès le moment où il faut mettre de l'essence ou du diesel, elle consomme. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est là, la quantité consommée. La quantité consommée. Hein, est-ce qu'une voiture consomme plus que la normale? Hein? Qu'est-ce que c'est que la normale? Ben, la normale, c'est une référence. C'est une référence faite par le constructeur en sortie d'usine. En sortie d'usine, quand le moteur est tout neuf. Quand le moteur est tout neuf, en sortie d'usine, la voiture consomme autant, ou 100 km. C'est une référence de consommation, euh, de capacité aux 100 km. C'est-à-dire, ce sont des litres ou 100 km. Alors, certaines voitures consomment 4,5 litres en sortie d'usine, d'autres 5 litres sortie d'usine, d'autres 6 litres sortie d'usine, d'autres 7 litres sortie d'usine, etc., etc. Bon, mais justement, ici, la vidéo ici va permettre de voir hein, euh, euh, la consommation. Hein, euh, pourquoi la voiture consomme plus que la normale? Pourquoi la voiture? Et là, on va établir donc des facteurs exogènes et endogènes, je veux dire, au véhicule. Bon, je vais commencer par des facteurs, on va dire, bon. euh, Tout d'abord, on a dit que les roues, ce sont des forces de rotation, et tout ce qui va venir faire frottement, hein, tout ce qui va faire frottement, euh, va empêcher le véhicule tout ce qui va empêcher le véhicule d'effectuer ses travaux normaux, hein, ou sa fonction normale, c'est-à-dire d'avancer, eh ben, sera, je veux dire, une force de frottement. Donc il y aura des forces extérieures exogènes qui vont faire en sorte que la voiture euh, ne va pas rouler dans les conditions. Je veux dire, et là vous l'aurez compris, qu'il y a plein de paramètres. Par exemple, il y aura le vent, hein, la route, le type de route, hein, le type de route, euh, la route si elle monte, hein, ou si elle descend. Voilà, c'est ça que j'appelle facteur exogène. Elle ne dépend pas du véhicule, mais de facteurs extérieurs. La route, c'est extérieur au véhicule. Le vent, c'est extérieur au véhicule. La route, si elle monte, ben, c'est extérieur au véhicule. Voilà. Maintenant, si vous mettez des personnes lourdes ou des charges
au véhicule. À ce moment-là, bon, vous mettez un chariot ou des personnes pesant dans le véhicule, hein, à ce moment-là, ou que vous chargez la voiture au niveau du coffre, ça j'appelle ça des facteurs endogènes parce que c'est propre au véhicule. Hein. C'est pas exogène, c'est pas des facteurs exogènes, c'est pas des facteurs, voilà. Alors, donc vous aurez compris qu'il y a une notion de résistance, on va dire résistance à l'avancement, et que cette résistance à l'avancement, c'est une somme de résistance à l'avancement. Voilà. Et une des forces qu'on retrouve, c'est la résistance, on va dire, au roulement. Voilà. Et la résistance au roulement fait référence aux forces de frottement. Parce qu'en fait, la résistance au roulement, en fait, c'est le coefficient de frottement. Le coefficient de roulement, ben, quand je dis coefficient de roulement, c'est coefficient de frottement de roulement, parce qu'il y a le coefficient de frottement de glissement et le coefficient de frottement de roulement. Donc, le coefficient de frottement de roulement multiplié par, comment est-ce qu'on appelle ça, par le poids du véhicule fois l'angle de pente. L'angle de pente. Voilà. Donc, ça, c'est une formule qu'on retrouve, je veux dire, pour la résistance au roulement. Hein, elle dépend du coefficient de frottement, de la pente et bien sûr du poids du véhicule. Et donc, ça, c'est déjà une des résistances, je veux dire, une résistance à l'avancement qui est la résistance au roulement. Alors, vous savez que vous avez la résistance de l'air. Ça, vous le savez. Il y a la résistance au roulement, c'est-à-dire avec les surfaces de contact, je vais dire, euh, au sol, mais vous avez la résistance de l'air. Ça, vous le savez très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des formes spécifiques pour les avions, pour les fusées, hein, pour les voitures de course, etc. On a ce qu'on appelle une forme aérodynamique. Et donc, la résistance de l'air, c'est la résistance, on va dire, aérodynamique. La résistance aérodynamique qui est, bon, qui dépend, bien sûr, du coefficient à une constante près, comment est-ce qu'on appelle ça, la masse volumique de l'air, fois la surface frontale du véhicule. C'est-à-dire qu'un camion ou un petit véhicule de rien du tout n'ont pas les mêmes surfaces de face, hein, frontale du véhicule par rapport à l'air. Donc un camion aura plus difficile à circuler qu'on va dire une moto. Voilà. Hein, donc une moto est plus aérodynamique qu'un camion, donc on a la résistance de l'air du camion qui est plus importante, et donc vous voyez qu'on a une résistance aérodynamique due à la surface frontale du véhicule, mais qui dépend aussi du coefficient de pénétration dans l'air. Voilà. Donc ce qu'on appelle le fameux CX, et de la vitesse du véhicule, plus ou moins, soit faire la vitesse du véhicule, plus la vitesse du vent si le vent nous aide à circuler, ou moins la vitesse du vent si le vent nous empêche de circuler. Ouais, parce que le vent peut être, je veux dire, un facteur, je veux dire, exogène d'aide ou d'obstacle. Parce que c'est un obstacle si le vent est dans notre direction, mais c'est un aide. Et faut même faire très attention, parce qu'il y a des voitures qui peuvent se décoller avec le vent. Hein. Il y a déjà eu des accidents comme ça. Une voiture qui décolle avec le vent, je veux dire, parce qu'elle était dans le sens du vent, la voiture allait trop vite, et voilà, la voiture décollait. Donc voilà, donc ça c'est la résistance aérodynamique. Donc la résistance, comment est-ce qu'on appelle ça, à l'avancement dépend de la résistance au roulement en surface de contact et la résistance aérodynamique que j'appelle ici la résistance de l'air. Bon, bien sûr, il y a d'autres résistances telles que la résistance spécifique à la pente, comme je l'ai dit. Hein. Et là, à ce moment-là, c'est, quand on calcule les résistances à la pente, il y a toujours ce fameux poids du véhicule qui intervient et la pente de la route, l'angle de la pente de la route, que vous pouvez appeler ça alpha, bêta, gamma par rapport à l'horizontale. Voilà. Et alors, bien sûr, vous comprendrez que, bon, ça j'ai oublié qu'il y a la résistance due à la pente et la résistance due à, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, à la force d'inertie liée à l'accélération. Donc, que j'appellerais par exemple RI. Voilà. Résistance de pente, résistance due à l'inertie, due à l'accélération. Euh, voilà. Et donc, il dépend bien sûr de la masse du véhicule et de l'inertie de translation équivalente des parties tournantes du moteur
de la chaîne, on va dire, cinématique à l'intérieur du moteur et des roues. Et aussi de la masse du véhicule, hein. Ouais. Donc, c'est la somme des masses, hein, de l'inertie des parties tournantes intérieures et de la masse du véhicule. Toutes ces masses-là font que, fois multiplié par la, comment on appelle ça, euh, comment on appelle ça, je reviens plus sur le nom. Euh, on va dire, c'est fois, enfin, ça, je me rappelle plus en fait, voilà, je me rappelle plus. Voilà, donc c'est la résistance, c'est une résistance, comment est-ce qu'on appelle ça? D'inertie qui dépend, bon, de la masse du véhicule et de la vitesse, bien sûr, voilà, de la vitesse du véhicule. Voilà, c'est ça que ça. Elle dépend de la vitesse et des masses d'inertie intérieure et de la masse du véhicule en lui-même. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est la résistance. Voilà. Vous voyez tous les paramètres. Résistance de roulement, résistance de aérodynamique, résistance de pente et résistance d'inertie. Bon, ce qui veut dire par là que vous aurez compris que si ça dépend, la résistance, une des résistances qui est la résistance d'inertie, bon, vous aurez compris que plus il y a de charge, hein, plus la masse du véhicule est importante, et plus la voiture va avoir du, du mal à faire son roulement normal. Donc, et là, il faudra consommer pour avoir une marche normale. Il faudra consommer plus. Donc, on consommera plus. Donc, en temps normal, si ma voiture n'est pas chargée, une voiture consomme moins que si la voiture est chargée, parce qu'il y a la résistance d'inertie qui dépend des masses, et donc fatalement vous allez charger, plus il y a de la masse, et plus voilà. Voilà. Bon, maintenant, si la chaîne mécanique tourne moins bien avec les années, hein, il y a plus de frottements qui se font parce qu'il y a de l'usure, etc., etc. Mais fatalement, encore une fois, la résistance interne, la résistance, enfin pas la résistance interne, la résistance d'inertie va augmenter, puisque les frottements se font, il y a plus de frottements, puisque tout s'use, il y a des parties qui rouillent, hein, il y a des usures mécaniques, et donc fatalement, les frottements sont plus importants quand la voiture prend de l'âge, et donc la voiture va consommer plus. Donc, on voit bien que quand la voiture vieillit, la voiture consomme plus. Donc, sortie d'usine, on va dire tout ce qui est dynamique interne du moteur au niveau des roues, au niveau de, on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, euh, aux parties tournantes, voilà, tout ce qui est partie tournante et en translation et tournant, parce que j'ai dit que ça partait d'une translation à des parties tournantes. Si tout est, je veux dire, les pièces mécaniques sont faites à autant de microns, et que tout tourne comme, on va dire, une horloge, ben fatalement, il y a moins de frottement, donc fatalement, la voiture, quand elle est neuve, elle consomme moins. Voilà. Par contre, quand elle vieillit, les frottements, la voiture vieillit, donc ces microns qu'on avait à la base se sont usés énormément. Donc on n'a plus des microns, etc., etc. Donc à ce moment-là, les frottements augmentent, et s'ils augmentent, je veux dire, euh, la consommation, elle va consommer plus. Donc quand on dit 5 litres au 100, ben, c'est quand la voiture, 5 litres au 100 km, c'est quand la voiture sort d'usine. Parce qu'après quelques années, je veux dire, il y a plus 5 litres au 100. Ça, c'est pas vrai, ça. Bon, alors, à côté de ça, il y a la pente. On a parlé donc, de charge. Je vais les mettre une par une. Donc, les charges au véhicule, donc les masses internes au véhicule. Donc, les parties usées. Donc, on consomme plus. Si on a des charges interne, donc c'est-à-dire on peut avoir une remorque où on cherche le coffre, on cherche
par des personnes, je veux dire, plus on charge par des personnes, je veux dire, de fort poids, ça constitue des charges. Voilà. Les parties usées du véhicule, hein, que ce soit, euh, je veux dire, de la translation jusque la rotation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle ça? Des pièces, la rotation de toute pièce qui se trouve dans le mouvement euh, cinématique de translation et de rotation du moteur. Donc, tout ce qui s'use dans la chaîne cinématique, tout ce qui s'use dans la chaîne provoque, je veux dire, une consommation du véhicule. Bon, maintenant, on a parlé donc des pentes, hein, on avait je l'ai dit, hein, via l'équation, la résistance de pente, la résistance due à la pente, hein, et la résistance de pente, vous comprendrez que la pente constitue un effort au véhicule. Donc, un véhicule, plus il sera en montée, et plus il va consommer. Voilà. Donc, la consommation dépend de la pente. Donc, si vous faites des routes en haute montagne, hein, je ne parle pas en retour, parce qu'en retour, vous êtes en descente. Donc, elle va consommer moins. Elle consomme moins en descente. Hein, d'ailleurs, il suffit de mettre. On peut pas faire ça, mais enfin, si on se met au point mort, on laisse son véhicule descendre. On consomme rien du tout. Hein. On éteint son moteur et on laisse descendre. Mais bon, c'est dangereux. Hein. Voilà, c'est dangereux de faire ça. Je conseille pas de faire ça, mais bon, il y a beaucoup de gens essaient de conduire via au point mort quand ils sont dans des descentes avec leur véhicule. Mais je conseille pas de faire ça. Voilà, donc ici, une montée. Une montée, ça consomme. Donc si vous êtes en montagne, et si vous faites un trajet où il y a plus de dénivellation et que vous passez par exemple du niveau de la mer zéro, vous êtes à la mer, et vous retournez chez vous dans les hauts plateaux, ben vous allez forcément monter. Et donc vous allez consommer plus que si vous allez des hauts plateaux vers la mer, d'office. Fatalement, parce qu'il y a des dénivellations, et ces dénivellations vont se répercuter d'office dans la consommation du véhicule. Donc, on a parlé des pentes. Alors maintenant, il y a la météorologie. Météorologie fait référence à pas mal de choses. Le vent, la pluie, le soleil, voilà. Bref, ce qui veut dire que par là, le vent, on l'a dit. Le vent va intervenir dans la résistance de l'air. Et donc, fatalement, plus il y aura de vent, plus ça va consommer. Mais, encore une fois, tout comme dans une voiture, si elle monte, ça va consommer, mais si elle descend, on aura moins de consommation. Ici, c'est la même chose. S'il y a du vent dans notre sens, elle ne va pas consommer. Mais s'il y a du vent dans l'autre, enfin, elle consommera moins. Mais s'il y a du vent dans le sens opposé, ben, ça constitue un frein au véhicule et donc la voiture va consommer plus. Maintenant, la pluie. Mais la pluie peut jouer sur l'état des routes. Hein. Je veux dire, l'état des routes. Et donc, à ce moment-là, le roulement, le frottement, est-ce qu'on a moins de frottement? Oui, mais le problème, ça va jouer euh, ça va jouer sur, euh, euh, par exemple, si quand il y a la météorologie est mauvaise, on stipule de mettre des pneus d'hiver, par exemple. Hein. Et les pneus d'hiver, bon, les galets sont plus importants. Et donc, à ce moment-là, une voiture avec pneus d'hiver va consommer plus qu'avec un pneu lisse. Les pneus lisses font moins de frottement, mais on ne peut pas rouler avec des pneus lisses, hein, c'est interdit. Parce qu'il faut un minimum, je veux dire, au niveau des galets. Mais plus les galets sont importants, vous comprendrez que plus, je veux dire, la voiture, je veux dire, consommera un peu plus. Je ne veux pas dire beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Mais ça va se ressentir, je veux dire, avec les kilomètres. Mais une voiture à pneus lisses possède moins de frottement, donc fatalement, je veux dire, va consommer moins. Donc les pneus ont à voir dans la consommation, les pneus. Les pneus. Voilà. Donc, mais en pluie, le problème c'est que en pluie, il y a de l'humidité. Et l'humidité, bon, l'humidité dans l'air, bon, pour les paramètres d'air, parce qu'on a dit qu'il fallait du carbone plus d'oxygène pour faire du CO2, mais l'hygrométrie à avoir, je veux dire, dans la consommation. Hein.
l'hygrométrie, la pluie. Quand il y a du soleil, le moteur fonctionne mieux que quand, je veux dire, il pleut. Quand il pleut, il y a du soleil, l'hygrométrie fait en sorte que euh, le moteur fonctionne mieux. Hein. Quand, voilà, quand il y a du soleil, le moteur fonctionne mieux. Déjà, au niveau des capteurs, les capteurs, je veux dire, électroniques, n'aiment pas, les capteurs électroniques n'aiment pas l'humidité en général. Ils aiment bien ils aiment bien une bonne température sèche, je veux dire, mais n'aiment pas l'humidité. Voilà. Donc en fait, la consommation, bien sûr, elle peut avoir avec le vent, la pluie et le soleil, bien sûr. Il peut y avoir un jeu de consommation en fonction de la météorologie. Oui, oui, bien sûr, sans aucun problème, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a de l'oxygène de l'air, elle rentre à une certaine hygrométrie. Mais maintenant, si l'oxygène de l'air rentre plus sec, fatalement, les performances seront meilleures. Performance du moteur. Et donc, qui dit performance meilleure, moins de consommation, etc., etc. Donc, le froid, le chaud, l'humidité, le taux d'humidité, tout ça, ça rentre dans les facteurs. Et le vent, la pluie, le soleil, tout ça, ça rentre dans les facteurs, on va dire, météorologiques qui sont exogènes au véhicule. Alors que les parties usées, c'est endogène. Les charges sont endogènes, la pente, c'est exogène. Voilà. Alors maintenant, on peut se dire aussi que la voiture vieillit, ça je l'ai dit, on peut avoir des parties usées internes, bien sûr. On voit bien que par exemple, une voiture où l'alésage n'est plus la segmentation usée, l'alésage n'est plus, a été usé, vous comprendrez que le véhicule va consommer plus. Si les capteurs sont usés, les capteurs, bon, ils font leur temps et ils ont une plage de fonctionnement, les capteurs, hein. Mais si maintenant leur plage de fonctionnement, le capteur vieillit aussi, donc on va dire dans la gestion moteur n'est plus avec on va dire les paramètres, les calculs se font avec des paramètres on va dire de capteurs usés, et plus de capteurs neufs, comme quand on est en sortie d'usine. Donc fatalement, si toute la gestion moteur est, on va dire, décalée, un petit peu décalée par rapport à l'usure du moteur, fatalement, la voiture va consommer plus, fatalement. Alors, maintenant, vous comprendrez que aussi que la consommation va dépendre euh, de la façon de rouler, donc du conducteur. Le conducteur, s'il roule en ville, bon, généralement, plus il y aura comment est-ce qu'on appelle ça, de, de trafic, et la voiture devra sans cesse faire des arrêts, arrêter, redémarrer, arrêter, redémarrer. Et donc, il va jouer avec la boîte de vitesse. Pourquoi? Ben, pour pouvoir redémarrer la voiture. Et là, on joue avec ce qu'on appelle le RI. Donc, l'inertie, je veux dire, du véhicule, la résistance d'inertie du véhicule. Parce qu'il faut chaque fois remettre la masse du corps en mouvement. Et donc, il faut combattre l'inertie pour la remettre en mouvement. Et puis, ça, on s'arrête. Puis, de nouveau, il faut remettre toute la masse en mouvement. Et ainsi de suite. Et donc, le trafic, bon, je veux dire, la première vitesse, bon, c'est une vitesse quand même assez forte. C'est pour ça qu'on utilise la première vitesse pour combattre l'inertie. Donc, on met sa première vitesse pour déplacer le véhicule. Voilà. Quand on est à vélo, le plus dur, c'est de mettre le vélo en marche. Une fois que le vélo est en marche, à ce moment-là, on est parti. Mais chaque fois, il faut le remettre en marche. Chaque fois, c'est l'inertie. Il faut répondre à l'inertie à chaque fois. Donc ici, la conduite de ville, vous aurez compris que la conduite de ville est un facteur qui favorise donc une plus grande consommation par rapport à la normale, la conduite de ville. Maintenant, changer régulièrement ses vitesses, pareil, hein. Je veux dire, quelqu'un qui change à chaque fois ses vitesses, l'idéal, c'est de se mettre sur autoroute en cinquième économique, hein, faire tourner le moteur à un régime moteur bien précis, 3000 tours, à 3000 tours, toujours à la même, en cinquième vitesse. En économique, certains ont une sixième vitesse, hein, et d'autres, ils ont encore d'autres vitesses, hein. Par exemple, je pense à des camions, ils ont plusieurs vitesses.
hein, au-delà de 5-6. Voilà, et donc ici, se mettre en cinquième en économique, bon, c'est sur autoroute, c'est la meilleure manière d'éviter une grosse consommation et donc d'avoir la consommation la plus optimale possible. D'ailleurs, ils ont créé cette cinquième et sixième vitesse pour une histoire de consommation, hein, pour consommer, hein, euh, consommer le moins possible. Consommer le moins possible. C'est-à-dire avoir le minimum de consommation en roulant avec la vitesse. Donc, le rapport des vitesses à avoir dans la consommation, changer régulièrement les vitesses, fatalement, peut induire, je veux dire, une conduite qui favorise, je veux dire, la consommation de carburant ou autre. Voilà. Alors, 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 ouais, il y a pas mal de facteurs donc exogènes et endogènes qui peuvent, je veux dire, induire des consommations. Bon, euh, je vais m'arrêter ici parce que je crois que je vais y aller, hein, je dois partir. Donc, je vais donner dernière chose. Donc, j'ai parlé un peu de tout. Euh, le conducteur à avoir, conduite de ville, vaut mieux une conduite sur autoroute que conduite de ville, mais on n'a pas trop le choix. Quand il faut passer par la ville, ben, l'idéal, c'est bon, c'est de s'arrêter à un endroit, trouver un parking généralement et aller soit conduire à vélo ou prendre le métro, le bus ou le tramway, c'est l'idéal plutôt que d'essayer de conduire dans la ville et chaque fois. Hein, d'abord on pollue l'atmosphère et de deux, je veux dire, on consomme, je veux dire, l'idée et en plus de ça, on prend énormément de temps dans la conduite je veux dire, quand on est pris dans des embouteillages, donc vaut mieux prendre le métro, le bus et le tramway ou encore le vélo s'il fait bon. Voilà. Et donc j'ai parlé aussi voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, consommation. Donc la façon de conduire, j'ai dit la façon de conduire. Donc il y a le facteur exogène, la façon de conduire, et je veux dire les facteurs endogènes qui sont multiples et variés. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui fait une consommation d'un véhicule? Ben, c'est tous ces paramètres. C'est tous ces paramètres. Hein, si le conducteur conduit très mal, il conduit très mal, hein, je veux dire, il ne change pas ses rapports quand il le faut. Hein, je veux dire, s'il conduit vite, voilà, s'il conduit très vite, hein, s'il commence à faire de la vitesse, fatalement, hein, la vitesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un facteur, on va dire, d'inertie, donc fatalement, la vitesse va intervenir. Plus il va rouler vite, plus il va consommer. Voilà. L'idéal, c'est de se trouver dans une zone de consommation en cinquième économique, à 3000 tours. Bon, là, c'est le minimum de consommation. Au-delà, s'il commence à faire de la vitesse, il va consommer énormément. Voilà. Mais donc, c'est tous ces facteurs-là qui peuvent faire en sorte que on peut consommer, je veux dire, euh, plus que la normale. Plus que la normale. Voilà. Maintenant, j'oublie peut-être d'autres facteurs. Il y a quand je dis, il y a des facteurs multiples et variés, il y en a énormément, énormément. Pour en prendre en considération, pas mal, hein, pas mal. Donc, mais généralement, c'est ceux qui viennent le plus à vue, c'est tous ces paramètres que j'ai donnés. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.